CIBL Montréal. CIBL 105 Montréal. Ici Jordana La Rochelle. Et Jessica Maharaj. Bienvenue à la Tablée des femmes. La Tablée des femmes. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Salut Jess. Allô Jojo. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. La semaine passée, on a eu tout un épisode. Vraiment, super intéressant. Avec Jessica Lambert-Fandal. Ouais. Elle est venue parler de son livre, mais c'était pas vraiment son livre. Oui, elle a fait oui. la promo pour, Oui. mais c'était plus, on parlait de blessures invisibles, de briser des blessures Des cycles générationnelles. Puis ensuite, on a tout de suite passé dans l'émission de Chad. Tout à fait. Puis on a abordé ça parce que Chad nous avait demandé la question un peu là sur est-ce que les femmes noires prennent de plus en plus leur place en 2026. Oui. Puis on avait dit oui. Puis tu sais, est-ce que des fois on doute, mais est-ce qu'il y a des obstacles, en fait, qui fait que parfois certaines femmes peuvent ne pas avancer? Puis on avait abordé toute la question, justement, du cycle générationnel, des blessures Oui. aussi, qu'on a pu vivre également. Donc tout ça a fait en sorte que ça tombait bien, là. Ça faisait comme une continuité Exact. sur ce qu'on avait abordé là, dans notre émission. Ça a été un super beau samedi matin. Vraiment. Puis on remercie encore Jessica parce qu'elle nous a envoyé tous les témoignages Oui, qu'elle a des reçus. gens. Des gens qui ont dit qu'ils ont pu s'identifier à son histoire, des gens qui la remercient Ouais. même d'avoir parlé. C'est pour ça que je dis, oui, on parlait du livre, mais elle a quand même nommé des choses qui sont passées dans sa vie qu'elle aurait pu ne pas le nommer Tout à puis fait. attendre que les gens lisent le livre. Puis Mais elle a l'a été fait, transparente, puis, très ouais. transparente, C'est ça. authentique. Fait que merci énormément. Fait que s'il y a des gens qui ont manqué l'épisode de la semaine passée, où est-ce qu'ils peuvent aller l'écouter? Oui, juste avant de dire ça, je voulais juste quand même rajouter là, tu sais, le fait qu'elle l'a partagé, puis elle l'a mentionné, puis elle a été transparente. Tu sais, c'est dans sa mission aussi à Jessica, là. C'est pour Oui. ça qu'elle le fait. C'est ce qu'elle veut justement transmettre, tu sais, ce qu'elle a vécu pour que d'autres femmes puissent s'identifier, puis justement briser ce genre de cycle-là. Donc, effectivement, on est vraiment contente de ça. Oui. Puis ça fait partie de notre Mission à mission. Donc, nous. oui, si vous avez manqué là l'émission, puis que vous voudriez la réécouter, vous pouvez aller sur tous nos balados de diffusion sur nos plateformes, donc que ça soit YouTube, Spotify, Apple Podcast. Et vous savez aussi, nos rediffusions, c'est tous les mercredis à 8h. Vous pouvez réécouter les émissions qui ont passé les samedis. Et on vous invite à tous nos auditeurs et auditrices à nous suivre sur nos différentes pages, que ça soit TikTok, Instagram et Facebook, où ce que tous nos contenus sont partagés. Donc, abonnez-vous et partagez nos pages. Partagez. Oui. Donc aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel qui touche de nombreuses familles, mais qui demeure encore mal compris et parfois entouré de préjugés, l'autisme. Dans plusieurs milieux, lorsqu'un enfant a un développement différent, des questions, des inquiétudes et parfois même des étiquettes apparaissent rapidement. Pourtant, derrière chaque enfant, il y a sûrement une manière unique de comprendre, de communiquer et d'apprendre. C'est pour mieux comprendre cette réalité que nous recevons aujourd'hui une spécialiste en orthopédagogie qui accompagne des enfants et leurs parents au quotidien. Donc, Jess, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, ce samedi matin ensoleillé, sur l'autisme? En fait, là, sur l'autisme, il y a quand même beaucoup de choses à mentionner. Je vais donner vraiment les points les plus importants. Il faut comprendre que l'autisme, en fait, c'est le spectre de l'autisme. Oui. Là. Le spectre, quand on parle de spectre, c'est très large. Donc, dans ce spectre-là, lorsque vous avez un diagnostic, vous pouvez avoir des traits d'autisme. Okay. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, l'autisme fait partie des troubles du spectre du développement neurologique. L'autisme ne se voit pas toujours et peut se manifester de façon très différente d'un enfant à l'autre. Fait que ça, c'est quand même important à identifier parce que des fois, les gens vont dire « Ah, est-ce que lui est autiste? » Parce que il y a peut-être un autre enfant qui a certains comportements que lui a un diagnostic. Donc, quand on le voit dans nos enfants, lui est automatiquement autiste. Non. Donc, ça, c'est important. Fait que c'est d'où l'importance de faire une évaluation si vous avez des préoccupations, des inquiétudes, de voir bien évidemment un pédiatre à ce sujet. Puis lui pourra faire la référence vers un spécialiste pour faire l'évaluation.
Un diagnostic précoce et un bon accompagnement peuvent faire une grande différence dans le développement de l'enfant. Puis je voulais aussi donner quelques statistiques, là, plus au niveau au Canada. Environ un enfant sur 50 âgé de 1 à 17 a reçu un diagnostic d'autisme. Les garçons sont environ 4 fois plus susceptibles d'avoir un diagnostic d'autisme que les filles. Ça, je ne savais pas. Là. Moi ça, non plus. c'est vraiment intéressant à savoir. Et si on y va au niveau des défis particuliers pour les communautés interculturelles, il y a des études qui mettent en évidence plusieurs enjeux, que souvent les diagnostics dans les communautés sont plus tardifs. Puis ça, c'est vraiment au niveau de la méconnaissance, la méfiance aussi de certains parents qui fait ça, dans le sens où j'ai peur qu'on dise que mon enfant il est fou, qu'il n'est pas normal ou quoi que ce soit. Donc, les parents sont moins susceptibles d'aller faire une évaluation. Donc, on encourage ces parents-là à faire ça. Des fois aussi, c'est au niveau de l'accès aussi aux évaluations spécialisées. Des fois, ça peut prendre du temps. Ouais, ça peut prendre du temps. Puis c'est ça, l'accès à des services sont inégaux de communautés culturelles versus les communautés plus caucasiennes. Oui. Donc, il y a ça aussi. Donc, si vous avez un médecin de famille ou si vous avez des préoccupations, encore une fois, là, ou un entourage, vraiment d'aller en parler, puis faire en sorte que les démarches puissent commencer rapidement. Fait que voilà un peu au niveau de l'autisme. Et on a hâte de discuter de tout ça avec notre invité. Donc, on va prendre une petite pause, partir en pause finalement. Fait que restez avec nous, on va accueillir notre invité. Pour la pause musicale, vous allez entendre Love on the Brain, Rihanna. Ici Jonana et Jessica. Vous écoutez La Tablée des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Donc aujourd'hui, pour nous aider à mieux comprendre cette réalité, nous recevons une femme profondément engagée auprès des enfants et de leurs familles. Orthopédagogue et fondatrice de MGM Orthopédagogie, elle a fait de l'écoute, de la bienveillance et de l'accompagnement personnalisé le cœur de sa mission. Au quotidien, elle accompagne les jeunes dans leur apprentissage et soutient les parents à chaque étape de leur parcours en les aidant à relever les défis, à répondre à leurs questionnements et à célébrer leur réussite. Son objectif est simple, mais essentiel, permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel tout en offrant aux familles les outils, le soutien dont elles ont besoin. Donc, bienvenue à la Tablée des femmes, Gabrielle Méhu. Bienvenue, Gabrielle. Merci. Bonjour. Bien heureuse d'être ici ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir. En plus que c'était un sujet, c'est un beau sujet, un sujet quand même assez important. Puis on en parlait comme hors onde également aussi, là, comme quoi que souvent, quand on est porté à faire, quand on voit des particularités chez nos enfants dans les communautés culturelles, c'est difficile pour les parents, là, justement, d'aller vers une évaluation puis se dire, OK, peut-être que mon enfant est peut-être autiste, mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi l'autisme et comment que ça se manifeste chez les enfants, les principaux signes? Oui. Alors, au fond, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire quoi? C'est la façon que le cerveau se forme, mais dès le début de la vie. Ce n'est pas une maladie. C'est la façon dont le cerveau se forme et le jeune qui est autiste va traiter l'information différemment. Il va apprendre différemment, il va percevoir le monde différemment, mais l'intelligence n'est pas touchée. Donc, c'est souvent les parents pensent qu'il y a un lien avec l'intelligence. Non, c'est vraiment la façon dont le cerveau est formé. Puis, il n'y a pas de lien non plus avec un trouble de santé mentale. C'est important qu'on fasse la différence parce qu'il y a des gens qui vont penser que l'autisme est relié à un trouble de santé mentale. Non, pas du tout. Par contre, un jeune qui est un jeune autiste ou un adulte autiste peut avoir un autre trouble, par exemple un TDAH ou une dyslexie. Mais si on parle que d'autisme, ça n'a aucun lien avec la santé mentale ou l'intelligence. C'est vraiment la façon dont le cerveau est formé et c'est important de le dire, c'est dès la naissance. Puis
aimé un point que tu as mentionné. Tu as dit que ça ne touche pas au niveau de l'intelligence. Puis, est-ce que tu peux confirmer? Puis moi, j'en ai vu beaucoup. Et beaucoup d'autistes, d'enfants diagnostiqués d'autisme sont très intelligents même, sont même au-delà. Oui, Vraiment. Exactement. Certains, ça c'est une des caractéristiques de certains autistes. Oui. Ils ont parfois des intérêts très marqués sur certaines choses et ils vont développer leur intérêt et ils vont vraiment connaître tous les petits détails. Ils vont se perfectionner Exactement. Mais oui, on peut avoir un jeune autiste avec, au niveau de l'intelligence, comme on dit, au-dessus de la moyenne, comme on peut avoir un autre où est-ce que ça va être beaucoup plus différent. Au fond, les principaux signes de l'autisme sont, on peut commencer par la communication. Mm-hmm. Certains jeunes ne vont pas parler, d'autres vont parler peu. Et certains vont tellement parler que ça va être difficile de soutenir une conversation. Okay. Donc, c'est sûr que pour le jeune qui est non-verbal, comme on dit, on va utiliser d'autres méthodes pour communiquer, comme le pictogramme, des pictogrammes, des signes, des choses comme ça. Un autre signe, c'est toutes les relations sociales qui sont beaucoup plus difficiles également. Tout ce qui s'appelle double sens, l'humour, les expressions faciales, c'est très difficile pour un jeune autiste ou une personne autiste à comprendre, à détecter. Donc, parfois, les relations avec les amis ou qu'on parle de jeunes enfants sur la cour de récréation peut être difficile parce que le message n'a pas été compris adéquatement. On parle aussi, parfois, certains ont des défis au niveau sensoriel, c'est-à-dire le bruit, ils vont être très sensibles au bruit, très sensibles à la lumière, au goût, au toucher. Certains, lorsqu'on les touche, ça les dérange. On parle aussi de comportements. Certains vont avoir des comportements répétitifs comme le balancement, taper des mains. Donc, mais au fond, qu'est-ce qui est important de retenir, c'est que tous les autistes sont uniques. Il n'y a pas deux personnes autistes identiques. Oui, je vous ai nommé plusieurs manifestations, plusieurs signes. Il y en a d'autres, mais c'est pas une personne autiste ne va pas nécessairement avoir tous ces signes-là. Certains vont en avoir, il y en a qui vont être non-verbales, ça veut dire ils pourront pas communiquer, d'autres pourront communiquer. Et certains, l'intensité des manifestations peut être différente d'un jeune à l'autre. C'est pour ça qu'on parle de spectre de l'autisme, parce que les manifestations et les intensités sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, c'est important de bien comprendre notre enfant, si on a un enfant autiste, pour bien comprendre, OK, mon enfant, il est verbal, mais au niveau sensoriel, c'est plus difficile, donc on va utiliser telle ou telle technique. Donc, c'est très important de comprendre son enfant. C'est super. À quel âge, justement, que on doit se dire, si on voit ces signes-là, à quel âge qu'on doit se dire, OK, je pense qu'il y a quelque chose, je vais aller consulter pour qu'il y ait peut-être une évaluation. Tu sais, peut-être si on voit ces signes-là, je ne sais pas moi, à l'âge de 2 ans, 3 ans, vers quel âge que, OK, là, il faudrait qu'on entame une évaluation pour avoir ce diagnostic-là? Au fond, moi, je pourrais dire, il n'y a pas nécessairement une âge bien précise. Qu'est-ce qui est important, c'est que, et ça, c'est un des défis des parents, c'est que lorsqu'on s'aperçoit, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un petit quelque chose de particulier auprès de notre enfant au niveau de son développement, il est essentiel d'en parler au médecin. Donc, c'est le médecin qui est la meilleure personne pour dire oui, c'est vrai. Ah, ça, on va continuer à observer pour dire est-ce que c'est important une évaluation ou pour dire non, c'est normal à son âge, etc. Donc, dès qu'on observe certaines choses, par exemple, si on voit que notre enfant fuit notre visage, ne veut pas nous regarder dans les yeux,
pas dire « Oh, c'est parce qu'il est timide ou quoi que ce soit, gêné ». Poser la question au médecin. Il n'y a aucune question qui est mauvaise. Donc, c'est lui ou elle qui pourra dire, OK, on continue à observer, on continue à prendre des notes pour voir est-ce qu'il y a vraiment une problématique ou non. Donc, moi, je pense que c'est vraiment en discutant avec le professionnel de la santé pour avoir un petit peu un guide pour dire, OK, oui, on pense qu'il y a quelque chose. Parce que le plus tôt on intervient, le plus tôt on connaît le diagnostic de notre enfant, plus vite on peut comprendre ses besoins et on peut adapter nos façons d'intervenir et éviter des fois des années de crise sans comprendre pourquoi mon enfant fait tout le temps des crises, pourquoi mon enfant agit ainsi. Donc, c'est ça. Donc, Gabrielle, tu parles de professionnels, on parle d'aller voir un médecin aussi, mais on t'a présenté comme orthopédagogue. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Tu sais, on en parle, on entend souvent ce métier-là, orthopédagogue. Donc, c'est quoi le rôle et c'est quoi aussi ton rôle envers ces enfants-là qui sont autistes? Okay. Au fond, l'orthopédagogue, c'est, on peut dire, le spécialiste des apprentissages. Donc, quand un enfant éprouve une difficulté bien spécifique au niveau de ses apprentissages, l'orthopédagogue est là pour mettre des moyens en place pour l'aider avec des stratégies, parfois des outils technologiques lorsqu'on parle de dyslexie, pour permettre un apprentissage. Lorsqu'on parle d'enfants autistes, le rôle de l'orthopédagogue est évidemment l'accompagner dans ses apprentissages, mais aussi essayer de comprendre comment il apprend pour rendre l'apprentissage accessible. Parce que encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, chaque autiste est différent. Donc, il faut essayer de comprendre comment lui ou elle apprend pour adapter les apprentissages pour qu'il puisse évoluer et développer son plein potentiel. Parce que si on adapte correctement les apprentissages, il peut avancer comme n'importe quel enfant. S'il peut, là, c'est sûr, ça dépend de chaque jeune. Puis est-ce que tu peux nous donner un exemple de moyens que tu utilises pour l'apprentissage? On va dire un enfant qui est venu autiste puis que tu as vu que c'était différent d'une autre personne. Okay. Par exemple, souvent, qu'est-ce qu'on observe dans les classes? Un autiste, les jeunes avec l'autisme, très souvent, ils ont de la difficulté à expliquer leur démarche en mathématiques. Ils ont de la difficulté à répondre aux questions de façon complète. Selon toi, les questions de réaction, développer son idée, c'est plus difficile. Des fois, développer son texte, c'est aussi plus difficile. Ça, c'est des aspects qu'on voit souvent en classe. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de produire un texte, on peut demander de faire un dessin. Pas un dessin élaboré, mais faire des petits bonhommes allumettes. OK, ton personnage, il est où? Alors, on va le guider. On va avoir un aide-mémoire peut-être plus élaboré avec des images, des pictogrammes pour lui dire où il est ton personnage. Après, une flèche pour dire qu'est-ce qui arrive avec peut-être un mot-clé. Ensuite, des petits trucs comme ça pour l'amener à développer une image, une histoire plus complète. Parce que si on reste seulement avec de l'information verbale, peut-être ça ne va pas fonctionner, mais avec un aide-mémoire plus élaboré avec des dessins, des images pour qu'ils comprennent vraiment bien la suite logique et faire aussi de la modalisation. Ça veut dire quoi, de la modalisation? Le faire avec lui montrer comment le faire étape par étape pour qu'il comprenne, pour qu'il puisse faire des liens tranquillement. Donc ça peut l'aider à avoir un texte plus élaboré.
Il y en a qui utilisent des fois la musique aussi, le chant. Est-ce que c'est des choses que, tu sais, l'art pour essayer d'apprendre, Ben, tout c'est dépendant ça. de l'enfant? Exactement. Finalement. Si on voit que c'est, exemple, pour apprendre l'étape de multiplication, oui, on peut utiliser la musique. Si ça fonctionne avec ce jeune-là, oui, on peut l'utiliser. Mais il faut vraiment comprendre comment le jeune C'est ça. apprend C'est ça. et essayer d'adapter nos interventions pour l'aider à cheminer. Partir de Fait que lui. c'est ça. Fait que c'est Exact. toujours en fonction de l'enfant. Oui, exactement. Toujours, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que quand je fais de l'orthopédagogie, souvent, j'aime ça faire de l'orthopédagogie individuelle, du 1-1, comme on dit, parce que je peux vraiment me coller aux besoins de l'enfant. Parce que lorsqu'on fait du sous-groupe, oui, on essaie de mettre les jeunes avec les mêmes difficultés ensemble, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on répond à 100% à son besoin. Et c'est une des réalités dans les écoles. Il n'y a pas de 1-1, c'est du sous-groupe. Ouais, c'est ça. Donc, Puis, tu travailles avec les familles également, Oui. dont les enfants sont diagnostiqués. Pardon. C'est quoi les principaux défis auxquels ces familles-là font face lorsqu'il y a un diagnostic qui est posé au niveau de l'autisme? C'est quoi tu as pu observer au niveau des défis? Ouais. au fond, ce que j'ai remarqué, c'est que le parent, il dit, OK, mon enfant est TSA, mais ils ne comprennent pas comment l'aider. On dirait que l'enfant a un titre, mais ils ne savent pas quoi faire avec ce titre-là. Ils ne savent pas comment adapter leur intervention, comment les aider au quotidien lors des apprentissages. Ce que j'ai remarqué dans les années que j'ai passées en milieu scolaire, c'est que le personnel travaille fort pour aider le jeune avec le plan d'intervention, les différents intervenants présents dans les écoles, s'ils sont présents, l'orthophoniste, la TES, l'orthopédagogue, ils travaillent fort pour faire cheminer l'enfant, mais ils oublient d'inclure le parent. Et le parent, il est seul à la maison avec les devoirs, mais il n'a pas nécessairement des stratégies, les outils pour l'aider. Il veut l'aider, il fait tout ce qu'il peut, mais il ne sait pas comment, et même bien comprendre les besoins de son enfant. Je pense que le parent aurait besoin qu'on s'assoie avec lui, qu'on lui dise, voilà, votre enfant, il est autiste, mais il est très sensible au bruit. Donc, peut-être, lorsqu'il fait ses devoirs, mettre des coquilles pour l'aider, parce que ça, ce sera difficile pour lui. Parce que parfois, des jeunes font des crises, entre guillemets, mais le parent ne sait pas nécessairement pourquoi, ne sait pas comment agir, mais s'il a une meilleure compréhension de son enfant, de ses besoins, je pense que ce sera plus facile pour toute la famille et pas seulement pour la mère ou le père qui travaille. Parce que, au fond, quand un jeune est autiste, ça touche pas seulement le jeune, ça touche la famille au complet. Donc, c'est important que toute la famille comprenne l'enjeu et puisse adapter le tout pour avoir une vie meilleure, mais plus agréable pour tous. Oui. Puis, est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a des manques au niveau du système de santé ou de l'éducation par rapport à ça? Là, tu as parlé des parents qui devraient peut-être plus inclus. Est-ce que tu vois d'autres choses? Bien, moi, je vais principalement parler du milieu scolaire parce que c'est le milieu que je connais le plus. Là, je ne veux pas aller dans le milieu de la santé, mais je vais me concentrer sur le milieu scolaire. Oui, il y a des manques dans le milieu scolaire, personnellement. Le gouvernement a décidé d'intégrer les jeunes de plus en plus. Il a fermé beaucoup de classes spéciales. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, il a oublié, pas oublié, mais il n'a pas offert le service pour accompagner ces jeunes-là. Voilà. Donc, souvent, l'enseignant a un jeune ou 2 ou 3 jeunes avec des diagnostics différents dans sa classe, mais il n'a pas nécessairement le support pour accompagner tous ces jeunes-là de façon adéquate. Et lorsqu'on parle d'autisme de jeunes TSA en classe régulière, ils peuvent très bien
très bien réussir s'ils sont bien encadrés et bien accompagnés. Mais pour ça, il faut le personnel dans les écoles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est un manque de personnel. Et il y a aussi une nouvelle, pas une nouvelle, mais un phénomène qu'on peut dire plus nouveau, c'est le personnel non légalement qualifié. Je ne veux pas dire qu'elles ne font pas du bon travail. Très souvent, les personnes qui sont là travaillent avec cœur, font du mieux qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent. Mais parfois, quand ils sont placés devant un jeune avec un besoin particulier, ils ne savent pas quoi faire et les ressources sont limitées. Donc, c'est important que le parent soit présent dans le cheminement scolaire, suive le cheminement scolaire pour s'assurer que son enfant ait les ressources nécessaires. Et si on dit que oui, mais j'ai pas de TS, mais continuez à dire mon enfant a besoin de tel ou tel service parce que il en a besoin, il a droit à son service et le parent doit... C'est l'ancrage de l'enfant. C'est l'ancrage. On va partir en pause sur ce. On pourrait parler longtemps, mais on va continuer la conversation avec toi, Gabriela, après la pause. Il n'y a pas de problème. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez La Table des femmes sur les ondes de CIBL 101.5 FM, dont vous venez d'entendre Discipline de Woman. Donc, nous retrouvons maintenant notre invitée Gabrielle, parce qu'avant la pause, j'ai dit Gabriela, parce que j'étais pressée de partir en pause. Vous savez déjà, guys. Donc, je suis avec Gabrielle. On va continuer la discussion sur le spectre de l'autisme. En fait, Gabrielle, tantôt, tu parlais un peu là, tu sais, des failles ou tu sais, des choses qui devraient être améliorées dans le système scolaire. Toi, de ton expérience, étant donné que tu as beaucoup travaillé à l'école, c'est quoi, comment ça se passe l'intégration d'un enfant autisme dans le milieu scolaire? Alors, c'est sûr que habituellement, un jeune qui est dans une classe régulière, parce que lorsqu'on parle d'intégration dans le milieu scolaire, il y a certains jeunes qui sont en classe spéciale et certains qui sont dans les classes régulières. Donc, habituellement, lorsqu'un jeune est dans une classe régulière, il a un plan d'intervention et il y a soit une TES selon le degré ou selon les besoins qui va l'accompagner, exemple pour l'organisation, pour les relations avec les pairs et tout. De façon générale, ça se déroule relativement bien, mais encore une fois, une des problématiques, c'est le manque de personnel. Mais si on est dans une école où le personnel est en place, habituellement, l'intégration se passe relativement bien. Et s'il y a quelque chose de particulier, vraiment, des fois, il y a des petites rencontres qui se font avec la classe pour dire, bon, X, vous savez, il agit comme ça parce qu'il a des besoins particuliers et tout, et les jeunes finissent par l'intégrer et faut pas sous-estimer la capacité des jeunes d'accepter les autres. Parce que oui, des fois, les jeunes, des fois, ils sont méchants, mais ils sont pas méchants pour mal faire. Ils vont dire une phrase qui va blesser, mais au fond, c'était pas nécessairement leur intention. Mais de façon générale, ça va relativement bien. Ça se passe bien. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant qui est diagnostiqué d'autisme peut être en classe régulière versus en classe spécialisée? Ça va dépendre. Est-ce qu'il est capable de suivre le rythme? Ah, d'accord. Parce qu'il faut être en mesure de suivre le rythme. Est-ce qu'au niveau des comportements, il est capable d'interagir ou de suivre le groupe, d'avoir les interactions sans faire des crises une après l'autre? Est-ce que trop de bruit peut le déranger, le nombre d'élèves dans la classe, le rythme d'apprentissage? Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une évaluation qui va être faite avant de décider si un jeune est en classe régulière ou en classe spéciale, et ils vont regarder tous les aspects sur le plan académique, sur le
plan comportemental? Est-ce que le jeune est capable de suivre le groupe et tout? Et s'il peut, on va le garder avec des adaptations. Sinon, il poursuit son parcours scolaire en classe spéciale. Souvent, en classe spéciale, les groupes sont plus petits. Réduit. Et souvent, il y a 2 personnes dans la classe, donc c'est plus facile aussi pour aider, pour les habiletés sociales, pour les apprentissages et pour tout ça. C'est plus facile de façon individuelle, comme on disait, que Oui. en groupe. Donc, déjà, d'être un petit groupe, ça aide énormément, là, au lieu d'être dans un grand groupe. Mais comment les enseignants, eux autres, ils peuvent soutenir, justement, les jeunes autistes? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place? Parce que oui, il y a vous comme professionnel, mais dans la classe, si on déclare que l'enfant peut être finalement dans une classe régulière, l'enseignant sait quand même c'est un enfant autiste. Comment il peut le soutenir? À travers le plan d'intervention. OK. Toutes les adaptations, tous les moyens qui sont mis en place pour le jeune est dans le plan d'intervention. C'est pour ça que le plan d'intervention existe. Comme ça, que lors d'un changement de niveau ou d'un changement d'enseignant ou changement d'école, le plan d'intervention suit le jeune. Donc, l'enseignant sait exactement, OK, ce jeune-là, lors des évaluations, il les fait dans une classe à part avec un TES parce qu'il ne peut pas se concentrer avec le bruit ou, vous comprenez, là, ça dépend de chacun de ce qui est écrit dans le plan d'intervention. Mais qu'est-ce qui permet à l'enseignant d'adapter le tout? C'est le plan d'intervention. Le plan d'intervention, habituellement, les parents sont rencontrés 2 fois dans l'année, au mois d'octobre, autour du premier bulletin, et au mois de novembre. Mais au besoin, il peut y avoir une révision plus fréquente du plan d'intervention également. OK. Puis, tu voulais poser une question? Non, vas-y. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mythes qui concernent justement les personnes, les enfants là, atteints de l'autisme? Souvent, on va associer certaines choses à l'autisme, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y en aurait que tu pourrais énumérer? Souvent, on peut penser qu'un jeune autiste, c'est un déficient, entre guillemets, parce qu'il peut agir de certaines façons, comme le balancement, taper des mains. Parfois, il peut avoir un vocabulaire plus saccadé avec les mots-clés seulement, mais c'est pas du tout le cas. On peut penser parfois que notre jeune est paresseux, mais il n'est pas paresseux, mais c'est que lui, sa façon d'apprendre est différente. C'est plus difficile, ça lui prend plus de temps. Donc, ça, c'est un mythe aussi qu'on peut donner. On peut dire qu'un jeune ne sait pas vivre parce qu'il fait certains gestes ou comportements inadéquats, mais c'est hors contrôle. Tout à fait. Parce qu'on sait qu'ils ont des difficultés sociales. Exactement. Et aussi, on peut dire, cet enfant-là est impoli. Mais au contraire, il n'est pas impoli, il n'est pas capable de regarder l'adulte. Ouais. Des fois, on dit, regarde-moi, mais cet enfant-là ne peut pas nous regarder. Ça fait partie d'une des caractéristiques des autistes. Donc, ça aussi, c'est pas de l'impolitesse, ça fait partie de lui. Moi, souvent, je demande aux jeunes, est-ce que je peux te toucher? Parce que certains disent, font une crise quand on les touche. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas de l'impolitesse, c'est pas un enfant mal élevé, c'est pas un enfant déficient, c'est un enfant différent et il faut juste l'aborder différemment. Il a ses particularités. Exactement. Exact. Comme tous les jeunes. Oui, tout à fait. Tous les jeunes ont des particularités. C'est vrai. Exact. Puis, au niveau on va parler de notre communauté. OK, parce que c'est très tabou encore aujourd'hui de parler. Il y a bien des choses qui sont tabous dans notre communauté, pour être très franche, là. Donc, c'est quoi la particularité que tu as vue au niveau des familles issues de notre communauté? Est-ce que c'est facile pour eux de dire, oui, je vais accepter l'aide, ou oui, je comprends très bien le diagnostic. Qu'est-ce que tu as vu un peu dans ta pratique? Avant de parler d'enfants autistes, une des premières observations que je peux faire, c'est une mauvaise
souvent, les personnes issues de l'immigration ne comprennent pas toujours le système scolaire québécois. Ils ne comprennent pas toujours les attentes de l'école. Ils n'ont pas les mêmes repères, c'est pas la même chose, c'était pas la même chose dans leur pays. Donc, déjà là, il y a un premier aspect à travailler, c'est une meilleure compréhension du système des attentes de l'école. Maintenant, il y a aussi une meilleure compréhension des différents intervenants dans les écoles. Alors, souvent, le parent ne va pas nécessairement comprendre c'est quoi mon rôle. Ils ne vont pas nécessairement comprendre le rôle du psychologue, mais là, on parle d'un psychologue scolaire. Pour eux, un psychologue, c'est pour les personnes qui sont fous. Voilà. Ouais. Donc là, c'est vrai. C'est vrai. donc ici, souvent, j'aime ça, lorsque je parle aux parents, ajouter le mot scolaire pour essayer de dédramatiser un peu la situation. Alors, je dis, le psychologue, parfois, quand on demande une évaluation psychologique, que l'école dit, moi, j'aurais une référence pour une évaluation en psychologie, souvent, je vais dire aux parents, c'est une évaluation psychologique scolaire. On veut voir comment l'enfant apprend, comment l'enfant retient l'information pour essayer de dédramatiser un peu parce que souvent, ils vont se braquer, entre guillemets, parce qu'ils disent « mon enfant n'est pas fou, mon enfant est normal, mon enfant est comme les autres ». Mais ce n'est pas dans cette optique-là qu'on veut l'évaluation. Donc ça, c'est aussi une autre problématique, là. Il y a aussi parfois la barrière de la langue. Bien comprendre, parce que oui, le parent parle créole, il se débrouille en français, mais est-ce qu'il a bien compris les mots plus techniques que le personnel de l'enseignant utilise? Est-ce qu'il a bien compris c'est quoi le rôle du plan d'intervention? Parce qu'ils disent, ben moi, je veux pas que mon enfant ait un plan d'intervention, je veux pas qu'il y ait une tâche à son dossier. Mais c'est pas le rôle du plan d'intervention. Des fois, ils pensent DPJ tout de suite, hein? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement. Et moi, je pense que dans les écoles, ben, moi-même, la première, quand j'étais dans les écoles, je l'ai vécu, ça va trop vite. Ça va vite. Il y a une rencontre avec le parent. On a un temps bien précis. Ça va vite. Le parent, des fois, il vient d'absorber de l'information, mais il n'a pas le temps de la traiter. Il dit, OK, on vient de me dire ça. Avez-vous des questions? Non, mais j'ai même pas le temps de réfléchir. J'ai même pas le temps de me poser. J'ai même pas le temps d'en parler avec quelqu'un pour avoir une idée. On veut tout de suite une réponse. On veut tout de suite. Ça va vite. Donc, je pense qu'il faudrait plus qu'une rencontre parfois lorsqu'on donne une information comme ça. Aussi importante aussi. Ça change une vie. Tu Exactement. dois t'adapter à ton enfant, comme que tu as dit, par rapport à son apprentissage. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut être pris 2 minutes de rencontre. Non. Voici, Faut qu'est-ce les qui se passe avec toi? Non? Et voilà. Même le parent a besoin de comprendre qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de l'école. Et mon enfant, comme il est particulier, est-ce qu'il va être dans la même classe que tout le monde? Comment vous allez vous en occuper? Donc, il y a du travail à faire par rapport à ça. Et souvent aussi, les parents, comment je pourrais dire? Des fois, les parents donnent trop de pouvoir à l'école aussi. Des fois, le parent dit, OK, c'est bon, l'école a dit ça, et puis c'est parfait, la vie est belle. Non. Ou ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de poser des questions. Non. Arriver préparé. Le parent dit, il y a un plan d'intervention, par exemple, le parent est présent ou il y a une réunion avec plusieurs intervenants, prenez des notes. Arrivez avec des questions. Moi, j'ai observé ça à la maison. Vous faites partie de la discussion. C'est pas l'école qui a tout le pouvoir. C'est pas l'école qui décide tout. Vous aussi, vous pouvez poser des questions, vous pouvez dire des choses, vous pouvez proposer des choses. La personne qui connaît le mieux son enfant, c'est le parent. C'est vrai. C'est le parent. L'enseignant change à chaque année. C'est qui l'ancrage? Les parents. C'est les parents. Les autres, ils restent. Ils restent là. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, il faut les écouter un tout petit peu plus. Avoir moins peur, je sais que tu as une question, Jess, mais je voulais juste rajouter, des fois, c'est la peur, c'est ça, les parents,
je m'en souviens, moi, en grandissant, des fois, mes parents étaient comme, juste ferme ta bouche, dis rien. Tu comprends? Parce que tu veux pas dire quelque chose, puis après ça, l'école le prend dans un autre contexte. C'est ça la crainte au niveau de la communauté. On va souvent garder les choses à l'intérieur parce qu'on veut le garder à la maison. On va pas en parler. On veut pas que l'autre personne se mêle. On veut pas qu'on dise quelque chose de croche. Qu'on appelle, exemple, la grande peur, c'est la DPJ. Là, mon enfant a un problème, est-ce qu'ils vont appeler la DPJ pour moi? Ben, c'est pas nécessairement de ta faute si ton enfant est autiste. Tu comprends? Fait que ce que tu as dit, c'est vraiment important. Puis les gens doivent comprendre, poser des questions. Et pas peur. Les gens sont là pour ça, les professionnels. Et au contraire, j'ai déjà vu, moi, l'inverse, un parent qui dit non à tout. Je veux pas d'évaluation, je reste dans mon coin, et puis là, l'école prend ça comme, OK, le parent veut pas collaborer, le parent veut pas aider, ils appellent la DPJ. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment, il faut un équilibre, il faut montrer qu'on veut s'impliquer, qu'on veut être informé, qu'on veut savoir, et il faut aussi dire qu'est-ce qu'on observe à la maison pour qu'on puisse avoir un plan qui est complet et adéquat pour l'enfant. Puis, rapidement, Gabrielle, comment que la société ou comme l'entourage qui est avec les personnes diagnostiquées d'autisme comment qu'on peut faire en sorte qu'ils soient plus inclus, justement, dans notre société ou dans les différentes tribunes ou sphères là, de la vie? C'est sûr que lorsqu'on parle, on peut commencer avec la famille. Souvent, des fois, on va dire « Oh, mon enfant est autiste, je ne l'amènerai pas à telle ou telle fête. Je ne l'amènerai pas à tel ou tel endroit. » Pour peur, pour pas qu'il fasse une crise, pour pas qu'il fasse un... Informer les gens autour de nous, qu'ils participent aux événements, qu'ils apprennent à interagir. Oui, parfois, il faut faire certaines adaptations, oui. Parfois, peut-être, on sait que certains événements, ça ne fonctionne pas, mais est-ce qu'il faut toujours l'isoler? Je ne suis pas convaincue. Il y a un parent qui disait « Ah, moi, je ne peux pas amener mon enfant à l'église, elle fait des crises, etc. » quand il y a le chant. Mais peut-être le parent n'a pas compris que son enfant autiste est sensible au bruit. Peut-être essayer des coquilles ou peut-être le mettre un peu plus loin vers la porte pour faire des va-et-vient aux besoins. Peut-être faire des tests. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a du essai-erreur également, mais pas nécessairement l'isoler et même en tant que parent, s'isoler parce que notre enfant est un peu différent. Mais comme tu as dit, c'est de l'adaptation finalement. Exactement. C'est ça qui est, exactement. Qui est important. Et comme je dis, je le répète encore, plus on connaît notre enfant, plus on connaît les besoins de notre enfant, mieux on va adapter nos interventions. Et là, notre enfant pourra avoir une vie plus agréable. Oui, en qualité de vie. Oui, exactement. Donc, on va partir en pause, Gabrielle, mais après la pause, on va apprendre à te connaître sur un autre angle. C'est segment question pop-up. Donc, on peut aller entendre la pièce de Lauryn Hill, Everything is Everything. Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez toujours La Table des femmes. Donc, nous sommes de retour en compagnie, bien sûr, avec notre invitée, Gabrielle Meilleux, avec qui on a échangé sur l'autisme tout au long de l'épisode et même pendant les pauses. On discutait de ça, puis on parlait de l'émission Love on the Spectrum. Que tu écoutes. Que j'écoute, que j'adore. Mais là, c'est des adultes autistes, là? Oui, qui cherchent l'amour. Qui cherchent l'amour. Donc, j'invite tout le monde à l'écouter parce que, pour de vrai, sont tellement authentiques, transparents. En tout cas, je perds beaucoup de temps et Erika me regarde. Vas-y, Jessica. Donc, on est rendu au segment pop-up, Gabrielle. En fait, ce segment-là, c'est vraiment d'apprendre à te connaître sur un tout autre angle. Donc, ça n'a rien à voir avec l'émission. Donc, je te donne 2 choix et tu dois me dire ce qui te représente le plus. Parfait. C'est bon? Donc, on va commencer. Si je dis, est-ce que tu serais plus porté à voyager dans le passé ou dans le futur? Oh, bonne question. Le futur. Le futur. Oui. Est-ce que tu es plus film ou série? Les deux. Non, il faut que tu choisisses. Oh my God! C'est ça la pogne dans la question pop-up. Je vais dire série. Série. Parce qu'il y a de moins en moins de bons films. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un bon film. super Mais bon les séries film. sont très intéressantes. Ouais, les séries sont intéressantes. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu serais plus à marcher au bord de la mer ou faire du hiking?
Marcher au bord de la mer. Avec le son là, des vagues. Est-ce que tu es plus spa ou magasinage? Spa. Enfin, parler par texto ou parler au téléphone? Ça dépend qui. Ah, j'aime ça. En général. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ça dépend. Oh, impossible de répondre. Parce que ça dépend du temps, le qui, le où. OK, c'est Parce bon, on que va te laisser. Je déteste quand les gens sont, exemple, dans un ascenseur et parlent et on entend toute rien. leur conversation. OK, je comprends. préfère texter. Je Mais comprends. j'aime bien, moi, parler, mais ça dépend du lieu, du contexte et tout. OK, c'est correct. T'es plus lire un livre ou écouter un film? Écouter un film. Parfait. Et le dernier, chips ou chocolat? Poubelle, il faudrait voir sa face. C'est comme, c'est difficile. Ça dépend. Chips, Devant chocolat. un film, des chips et juste comme ça, en me promenant du chocolat. Du chocolat. C'est bon. On te donne, c'est Il bon. nous reste quelques minutes, puis je trouvais que c'était important que tu nous parles justement de ton organisme MGM Orthopédagogie. Et entre autres, tu as des ateliers parents. Donc, dis-nous. Alors, MGM Orthopédagogie, j'offre un accompagnement pour les jeunes, personnalisé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan académique, mais qu'est-ce qui me tient à cœur, c'est le volet parents. J'offre des ateliers pour les parents, pour les aider à mieux comprendre les défis que leurs enfants vivent et aussi mieux comprendre le système scolaire. Parce que je pense que si le parent comprend mieux, il pourra mieux accompagner son enfant. Comme j'ai fait un atelier parents-enfants sur le passage primaire-secondaire. J'ai fait un atelier aussi sur comment préparer son enfant pour les examens du ministère pour que les parents comprennent bien. Ah, OK, c'est ça qui est évalué. OK, c'est comme ça que je dois le préparer. Donc, je pense que c'est des informations qui sont importantes et même pour un parent d'enfant autiste, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux l'accompagner? C'est quoi les défis qui nous attendent, nous, la famille? Alors, je pense que les parents, ils doivent avoir l'information pour pouvoir mieux intervenir. Et on dit, les parents ne veulent pas s'impliquer. Moi, je pense que c'est le contraire. Les parents veulent, mais ils ne savent pas comment. C'est ça. Exactement. Puis si on veut avoir des informations, on peut te trouver sur Instagram. Sur Instagram, j'ai une landing page également. Donc, c'est ça. On a juste à écrire MGM Orthopédagogie et je suis là. Merci beaucoup. Merci, Gabrielle. Gabrielle, j'ai encore dit Gabrielle. Ouais, Oui, c'est vraiment ça. Est-ce que juste avant de terminer, est-ce que je peux vous inviter au lancement officiel de MGM Orthopédagogie le 28 août prochain au Café Manioki. Parce que mon rêve, vraiment mon rêve, est de créer une communauté de parents C'est bien pour ça. que les parents aient un endroit pour échanger, poser leurs questions, avoir de l'information. Donc, c'est le lancement de MGM le 28 août prochain Chez Manioki. au Café Manioki à 19h. Toutes les informations et pour les billets, c'est sur ma page. Et je veux remercier évidemment toute ma famille, mon mari pour le support, mais Taïna, je crois, de l'agence Façade pour l'accompagnement pour les réseaux sociaux, pour aussi mon lancement. Et Tracy Perrault pour mon accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat avec tous les conseils et les informations. Et elle a une page qui s'appelle Maman Bébé Co. Oui, on l'a connaît bien Tracy. Oui, et il y a une conférence Au-delà des mots le 19 août prochain et je serai panéliste parce que le sujet sera sur les enfants avec des besoins particuliers. Il y aura des familles et des spécialistes. Donc,
Je vous invite. Merci beaucoup, Gabriella. C'est Gabrielle, déjà... J'arrête pas de dire Gabriella. C'est pas grave. Je pense Tu que peux c'est à me cause de la Gabriella. rebaptiser. Voilà. Me rebaptiser. Ouais, il reste plus beaucoup de temps. Fait que merci, Gabrielle Minu. OK, merci énormément pour les informations. Merci à l'équipe de la Tablée des femmes. C'est déjà Merci, terminé. oui, c'est terminé. Fait qu'on se voit samedi prochain à 10h sur les ondes de CIBL.